tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un point lecture. Lecture très orientée ce mois-ci parce que j'avais envie surtout d'une ambiance Dark Academia. Donc j'ai sorti de ma palle tout ce que j'avais dans cette atmosphère-là. Je vous présente ça tout de suite, c'est parti. Je commence par mon petit coup de cœur du mois qui est Emblème, le cercle des géographes d'Inaciel, publié aux éditions Naos, qui est le premier roman d'une duologie. Emblème raconte l'histoire d'Ereb d'Aigremort. Donc Ereb d'Aigremort, c'est un jeune homme qui traîne derrière lui une sale réputation. On dit de lui que c'est un excentrique, que c'est un nécrophile. Tout ça parce que le pauvre ne sort pas de chez lui. Et en fait, il ne sort pas de chez lui pour une simple et bonne raison, c'est que en fait, durant l'enfance, il a été attaqué par une créature assez monstrueuse et des gens sont morts autour de lui de manière assez sanglante et depuis en fait il fait des cauchemars, il est agoraphobe, il supporte pas en fait de sortir de chez lui et d'avoir des contacts avec d'autres gens. Sauf qu'un jour, Cécilie, une jeune femme très déterminée, va le sortir de sa monotonie en le demandant en mariage. Parce que Cécilie, en fait, elle a besoin d'un titre de noblesse pour entrer dans le très prisé cercle des géographes, qui lui permettra ensuite de partir vivre sur la Scientifica. Et donc la Scientifica, c'est un archipel avancé technologiquement et surtout un endroit où l'homme est l'égal de la femme. Et donc c'est un roman qui va se pencher en fait de manière assez subtile sur des questions assez sensibles telles que la place de la femme, le handicap, l'anxiété pathologique et également un petit peu d'écologie. Et donc j'ai eu un immense coup de cœur en fait pour l'univers qui est absolument incroyable, hyper captivant. On est dans une ambiance très Green Academia, donc universitaire, très focalisée sur les sciences de la Terre, la botanique, l'écologie, les écosystèmes. Donc c'est hyper bien décrit, on imagine parfaitement les cabinets de curiosité, les montagnes de bibelots, les cartes d'exploration, les aéronefs. Donc si vous aimez en fait les esthétismes d'Indiana Jones, de la Croisée des Mondes ou même de Tarzan, vous allez adorer en fait découvrir ce monde-ci. De plus, il est archi complet. Il y a 3 continents à découvrir, donc un qui ressemble plutôt à une Angleterre victorienne, un autre qui est plus avancé technologiquement et encore un autre continent qui est plutôt nature et qui m'a fait d'ailleurs penser à Pandora. Donc bref, si vous êtes comme moi et que vous adorez en fait les world building hyper bien foutus, vous allez être servi parce que c'est hyper dense comme univers, mais l'autrice vraiment arrive à pas à nous dévoiler toutes les facettes de ce monde, un continent à la fois, et vraiment c'est hyper bien fait. Concernant les personnages, eh bien je les ai trouvés extrêmement bien travaillés. On a 2 protagonistes principaux avec des caractères et des personnalités très différentes. Ils possèdent aussi tous les deux des gros défauts. Et quand je vous parle de défauts, c'est pas des défauts qui vont se transformer en force au fil du récit, mais vraiment des tares qui vont leur pourrir la vie. Et donc ça les rend hyper humains. On a d'un côté Cécilie qui est une égoïste, une manipulatrice et elle va jamais se remettre en question. Et de l'autre côté on a Ereb qui souffre de cette anxiété là pathologique, à tel point qu'à un moment donné le mec il va faire preuve d'une lâcheté incroyable. D'ailleurs un truc qu'on voit rarement dans les livres en fait, parce que les protagonistes sont plutôt mis en avant pour leur courage et leur caractère héroïque. Et là pas du tout, le mec il va prendre ses jambes à son cou et puis il va se barrer et tant pis si tout le monde crève. Donc voilà. Mais sinon, ils ont tous les deux une belle évolution, une bonne dynamique, ils sont extrêmement attachants malgré leurs gros défauts. Et donc je vous invite vivement à les rencontrer de toute urgence parce que c'est vraiment devenu mes 2 chouchous. Sinon, l'intrigue en elle-même est assez prenante aussi. C'est assez long à se mettre en place, on va vraiment pas à pas, mais en tout cas je me suis jamais ennuyée. Si je dois dire un petit point négatif, et encore ça se discute parce que j'en ai parlé à Margot qui n'a pas ressenti la même chose que moi, donc, mais en tout cas pour certaines scènes d'action et de révélation, moi je trouvais qu'il me manquait un petit peu de dynamisme, un peu de punch en fait, et du coup il y a certaines révélations qui ont fait un peu plouf pour moi, mais à part ça, j'ai que des éloges à dire, hein. Franchement la plume elle est magnifique, le vocabulaire il est riche, les thèmes, les sujets sont intéressants, sont bien développés. En fait j'attends juste la suite avec impatience car la fin se termine en plus sur un cliffhanger bien cruel. Donc bref, lecture parfaite pour l'automne, je vous le répète, foncez, je vous le recommande à 10 000%, c'est vraiment l'une de mes lectures préférées de l'année.
Et on poursuit avec un autre roman qui pour le coup n'a pas du tout été un coup de cœur. Donc c'est Thornhill de Pam Smith, publié aux éditions du Roueg, donc roman qui est proposé à partir de 12 ans. Je vous lis la quatrième de couverture. Donc Marie a habité là pendant des années. Entre ces murs, elle a vécu les pires moments de sa vie. Et là, elle ne peut s'empêcher de l'observer depuis sa chambre. La nuit, elle se demande ce qu'il cache. Certains ne voient en lui qu'un vieil orphelinat, d'autres sont au courant de son secret, mais tout le monde connaît son nom, Thornhill. Alors du coup, en lisant ça, en voyant la couverture, en plus sachant que c'est publié dans la collection Fantasy des éditions du Roueg, je me dis ça sera une histoire de fantômes, de mystères à résoudre, ou à la limite un peu à la Jenner où en fait c'est pas un fantôme mais c'est une folle qui se cache dans le manoir, quoi, dans le grenier. Et quelle ne fut pas déconvenue après ces 500 pages. Je vais spoiler la fin, donc pour ceux qui veulent le lire, vous passez directement au chapitre suivant de la vidéo. Et donc en fait, il n'y a absolument rien de fantastique là-dedans. C'est en fait une histoire qui va parler de harcèlement, de solitude, d'abandon. Donc en effet, on va suivre l'histoire de Ella qui vient d'emménager en face d'un ancien orphelinat et en fait elle découvre le carnet, le journal intime de Marie qui était une ancienne pensionnaire de l'orphelinat. Et donc on va suivre le point de vue des deux gamines. Donc Ella, celle qui vient d'emménager, on va le suivre via en fait uniquement des illustrations. Donc il y a des illustrations absolument superbes comme ça au fil du livre. Et le point de vue de Marie, ça sera en fait les extraits du journal intime que Ella découvre en fait. Et donc sur l'exécution, je n'ai absolument rien à dire, hein. C'est original, c'est bien foutu, les illustrations elles sont superbes, la plume elle est adaptée au personnage et au lectorat, hein. Sauf que c'est pas la forme qui m'embête, c'est le fond. En fait, pendant tout le bouquin, on va suivre comment la jeune Marie s'est fait harceler par une petite peste qui habitait avec elle à l'orphelinat, de manière de plus en plus horrible, super glauque, jusqu'à ce que ça la rende complètement folle, jusqu'à ce que ça dégénère évidemment complètement, et que la gamine elle décide de se suicider. Donc c'est pas clairement explicité dans le texte, hein, mais c'est facilement interprétable, et donc la gamine en fait elle va juste mettre le feu à l'orphelinat et elle va s'immoler. Voilà. Et l'histoire, elle se termine là-dessus. Clap de fin. Voilà. J'ai clairement pas compris le but de ce bouquin. Je l'ai trouvé hyper malaisant et je me mets à la place d'un ado mal dans sa peau qui tombe par hasard sur ce livre et je peux pas m'empêcher de penser à ce que ce texte peut provoquer chez une personne fragile psychologiquement. Car si je commence à chercher un message dans ce texte, je peux pas m'empêcher de conclure que le message c'est ta vie est nulle, crève, ça ira mieux. Bref, moi j'en suis ressortie traumatisée, hein. Je pense que le public de ce livre, vraiment, il est pas adapté. Il faut avoir un recul nécessaire pour interpréter les différents niveaux du récit, et je ne suis pas sûre qu'un gamin de 12 ans ait assez de maturité pour établir en fait, ses connexions. Bon, je m'arrête là de toute façon, donc clairement ce livre il était parfait pour moi. Donc si vous voulez le lire, lisez-le, mais seulement quand vous êtes bien dans votre peau, hein, de bonne humeur, sinon vous le brûlez. On poursuit avec un livre que j'ai bien aimé, mais qui m'a quand même un tout petit peu déçu. Il s'agit de If We Were Villains de M.L. Rio, paru aux éditions Phipps et également chez Hauteville. Donc vous l'avez sans doute vu partout, c'était la sortie du mois d'octobre. J'ai l'impression que tout le monde s'est rué dessus. J'ai évidemment fait pareil et je l'ai lu dans la foulée. Alors me demandez pas pourquoi, je pensais que c'était aussi du fantastique. En fait rien du tout, rien à voir, il y a rien de magique là-dedans. Bref. Et donc ça parle de quoi? On va suivre Oliver qui vient de sortir de prison parce qu'il avait été jugé il y a 10 ans pour meurtre et il va se faire en fait interroger par l'inspecteur qui était en charge de l'affaire à l'époque. Et en fait cet inspecteur il se dit depuis 10 ans il y a quelque chose de louche dans cette histoire, ça s'est probablement pas passé comme ça et en fait il veut savoir simplement ce qui s'est passé. Et donc Oliver va lui répondre et en fait Oliver, il était étudiant à l'université de Delaware en option théâtre et il faisait partie d'une bande d'amis qui s'entendaient très très bien jusqu'au jour où l'un des membres de la bande pète un câble et devient hyper violent, agressif et jusqu'au drame où en fait le mec il se fait tuer.
Je vous en dis pas plus. De toute façon, il n'y a pas grand chose d'autre à dire parce que il se passe pas grand chose en fait dans ce livre. Je me suis d'ailleurs ennuyée une bonne partie. Et donc j'ai trouvé l'exécution pas mal, j'ai bien aimé la plume, j'ai bien aimé toutes les allusions aux pièces de Shakespeare. Hein. Heureusement j'en connaissais quelques-unes donc j'ai pu apprécier toutes les références. Il y en a pas mal en plus vu que les personnages ils aiment bien parler via des répliques célèbres, des scènes de Shakespeare. Et aussi, même dans la forme du bouquin, c'est écrit comme dans une pièce de théâtre. Donc le récit il est divisé en plusieurs actes et il y a des lignes de dialogue écrites aussi comme dans une pièce. Donc bon, c'est un peu perturbant au début, mais ça rend vraiment le texte original. Donc sur la forme, vraiment, j'ai rien à dire. Par contre, j'ai trouvé le fond un petit peu creux et plusieurs choses m'ont dérangé. Pour commencer, si vous me demandez dans quelle catégorie mettre ce livre, je suis incapable de vous répondre. On dirait en fait que l'auteur a changé d'avis au cours de route en fait. Donc ça commence comme un policier au départ, avec un meurtre, qui se passe. Et donc ensuite le ton change, on s'intéresse plus aux sentiments des personnages. Et à la toute fin, le ton change encore et ça se transforme en fait en tragédie. Sauf que le livre, il fait même pas 500 pages et donc le texte est hyper court et donc j'ai trouvé le tout fort bâclé en fait parce que j'ai compris la volonté, j'ai compris l'ambition, j'ai compris ce que l'autrice voulait faire mais il aurait fallu peut-être 200 pages de plus pour que ce soit vraiment intéressant et approfondi en fait. Donc l'enquête en fait elle n'a rien d'haletant, elle passe vraiment au second plan, même au troisième plan, au quatrième plan, hein. Surtout en plus que chaque nouvel acte est précédé d'un prologue donc qui retourne au temps présent où Oliver raconte ce qui s'est passé à l'inspecteur et en fait dans ces prologues à chaque fois il va expliquer ce qui va se passer dans les pages suivantes. Donc en fait tout le fil rouge de l'intrigue, enfin en tout cas de l'enquête, devient complètement inintéressante parce qu'en fait on sait ce qui va se passer. En plus, concernant le meurtrier, il n'y a pas trop de surprises vu qu'il y a seulement 3 personnages sur les 7 qui sont véritablement creusés. Donc de ce côté-là, bof bof. En plus, il y a un gros point d'interrogation qui reste en suspens à la fin du bouquin concernant la victime et c'est le genre de truc qui me frustre. Donc voilà, donc côté policier, un petit peu raté. Je vous disais aussi il y a 2 minutes que en fait, le ton du livre est changé à la fin. Et donc en fait le récit, qui était un policier au départ, va tourner plutôt en tragédie shakespearienne pour faire écho donc, au vécu des personnages qui étudient Shakespeare et tout. Donc le principe aurait pu être vraiment sympa, sauf que pour moi en tout cas les bases d'une tragédie shakespearienne, c'est des personnages qui vont souffrir d'une tares tellement importante comme l'ambition, l'orgueil, la jalousie, pouvoir, bref, qu'elle les pousse en fait à des actes impitoyables et destructeurs. Et c'est normalement des personnages aussi complexes qui vont se battre avec leur conscience, leurs désirs et les attentes des autres. Donc c'est une quête d'identité qui va se confronter aux attentes de la société. Je suis pas spécialiste de Shakespeare non plus, hein, et on n'est pas là pour faire un cours dessus, mais tout ça pour dire que en fait j'ai pas ressenti ce conflit intérieur dans les personnages. Il y a un conflit intérieur, mais il n'est pas assez creusé pour être véritablement impactant émotionnellement. Et bref, en fait, il manquait un petit quelque chose pour que ça devienne intéressant, simplement. Bref, je pense que c'est juste un livre qui n'est pas fait pour moi. C'est un peu comme Thornhill, en fait, c'est le genre de livre qui n'est pas fait pour moi. Quand il n'y a pas de magie, c'est pas intéressant. Hein. Sur ces bonnes paroles, on passe à ma dernière lecture du mois, qui est la 9e maison de livres Bardugo, publiée aux éditions de Saxus. Donc, récit qui ressemble un petit peu à If You Were Villains, sauf que là, il y a de la magie, et tout de suite, quand il y a de la magie, ça m'intéresse beaucoup plus. Et donc, la 9e maison, ça va parler de Alex Galaxy Stern. Alex a un problème, elle est capable en fait de voir et d'interagir avec les fantômes. Sauf que les morts ils sont pas super sympas avec elle et elle va être victime d'une agression durant son enfance par un mort. Sauf qu'il n'y a personne qui comprend ce qui lui est arrivé et suite
suite à ça, en fait, elle va être vraiment isolée, elle va plonger dans la drogue, elle va faire du mauvais coton, hein, jusqu'au jour où elle se réveille avec plein de morts autour d'elle, qui sont morts de façon un petit peu surnaturelle et de manière très sanglante. Donc bon, elle a passé, donc ça veut dire une enfance et une adolescence un peu compliquées. Et en fait, à l'âge adulte, elle va avoir une seconde chance. Elle va intégrer l'université de Yale. Et l'université de Yale a aussi un petit secret, c'est qu'en fait, elle possède des maisons, des confréries qui sont liées à de la magie, des sciences occultes. Et donc, Alex va intégrer l'une de ces maisons, la 9e maison, qui sert en fait à surveiller les autres maisons pour qu'il n'arrive rien de fâcheux sur le campus, sauf qu'un jour, eh bien, un meurtre est commis sur le campus et Alex, elle est sûre que c'est lié aux activités de l'une des maisons et donc l'enquête est ouverte. Roman assez fascinant, je dois dire, on est très loin de Grisha, hein. Le ton et la plume sont beaucoup plus adultes. Le début par contre est du coup un petit peu plus difficile à suivre, il faut le temps en fait, d'assimiler toutes les informations sur l'univers et en plus de retenir qui est qui. La narration en plus elle n'est pas linéaire, il y a des analepses, donc des sauts dans le temps. Donc le début vraiment il peut être un peu confus, mais une fois lancé franchement c'est hyper prenant. C'est un récit qui est assez dynamique avec pas mal de révélations, de rebondissements, d'actions. Les personnages sont aussi très attachants et intéressants. J'ai beaucoup aimé la protagoniste principale, donc Alex, parce qu'elle est assez grise et assez étonnante dans ses réactions. Elle a un côté très sombre en fait qui la rend très intrigante. Et j'ai aussi beaucoup aimé son mentor et il y a encore pas mal de choses à dire sur lui, donc j'ai vraiment hâte de voir un petit peu le second tome et également aussi de découvrir le reste de l'univers parce qu'il y a encore sans doute beaucoup de choses à dire. Donc bref, hâte de voir tout ça. Je rejoins l'opinion générale sur le bouquin, c'est une très bonne lecture, ambiance très sombre, parfaite pour la saison, donc je vous le recommande également. J'ai lu d'autres petites choses ce mois-ci, notamment Crescent City, Nous regrettons la mort d'Arnaud Cazel et aussi La ville au plafond de verre de Romain Delplanque, mais je vous les présenterai dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une très bonne lecture, une très bonne journée et je vous dis à la prochaine.